aujourd'hui, peut-être, les gens lisent davantage pour être déjà d'accord avec ce qui est écrit. C'est-à-dire qu'ils disent « Ah, je suis d'accord avec l'auteur ». J'espère que non, que vous avez tort, là. J'espère aussi. Mais est-ce que j'ai tort ? Je sais pas, j'espère que vous avez tort. Je sais pas si vous avez tort ou non. Vous savez, la littérature feel good. Oui, j'en ai entendu parler. C'est un des problèmes de ma vie. Voilà, j'ai écrit un recueil de poèmes qui n'est absolument pas feel good. Non, on ne peut pas dire. Mais c'est vrai que je sens une injonction sourde, massive, à être feel good. Donc j'ai l'impression, effectivement, d'écrire un peu contre mon temps, par moment. Bon, c'est comme ça, hein, j'y peux rien. Et ça, c'est vrai que c'est... quand j'ai commencé en littérature, l'injonction au feel good était moins forte. Là, elle a beaucoup augmenté, oui. Lui, c'est Michel Houellebecq, l'un des écrivains français contemporains les plus traduits au monde. Lui, c'est Frédéric Loh, parolier, compositeur, arrangeur et producteur de musique. On discute ici de littérature, de musique, de création artistique. Beaucoup de sujets sont abordés. Les écrivains sont souvent alcooliques. J'ai un bon rapport avec le point-virgule, c'est vrai. Ça me prend un quart d'heure d'écrire un poème maximum, quoi. Je reviens notamment sur Soumission, le fameux roman de Michel Houellebecq, où le candidat d'un parti musulman remporte la présidentielle en France. Soumission, je l'ai écrit assez facilement. C'est mon plus gros succès à ce jour, mais c'est pas un bon souvenir. Le livre était sorti le 7 janvier 2015, jour des attentats contre Charlie Hebdo. C'est un moment effrayant dans ma vie, où là, j'ai été pris dans un espèce de phénomène historique que je n'ai pas prévu, qui me dépassait. On n'est pas fait pour vivre des moments historiques, enfin certaines personnes peut-être, pas moi. Mais j'ai eu peur de ce qui se passait, oui. Vous sortez un album que vous avez travaillé tous les deux. Michel Houellebecq, vous avez fait des poèmes que Frédéric Loh a mis en musique. L'album s'intitule « Souvenez-vous de l'homme ». Il y a plusieurs poèmes, il y en a certains qui sont anciens d'ailleurs, d'autres qui sont nouveaux. Il y en a six chansons qui en fait sont des poèmes d'un nouveau recueil, qui s'intitule « Combat toujours perdant » chez Flammarion, qui fait écho, j'imagine, au Sens du combat, qui était un de vos premiers recueils de poésie sortis il y a pile 30 ans. C'était en 96. Alors moi j'ai une première question pour commencer, puisqu'il est question de musique, il est question de poésie, c'est finalement, Michel Houellebecq, dans quelle mesure, selon vous, la littérature relève du son ? Ah alors là, il y a une vraie différence entre roman et poésie, oui. Moi, j'ai eu j'ai eu à peu près tous mes livres sont en audiobook, et j'ai pas du tout envie de lire mes romans. Enfin, je trouve que les acteurs font mieux, si vous voulez, que moi. Enfin, ils sont meilleurs, quoi. Alors qu'en poésie, j'apporte quelque chose quand je lis. Et vous avez commencé comme ça ? Oui, j'ai commencé dans des bars. Oui, des bibliothèques aussi. Enfin, il y avait même une station de métro une fois. Enfin, il y avait des lieux. C'était en début des années 90 ? Oh, même avant. Attends, ouais, pendant les années 80 déjà. Hein. Ma toute première publication, c'était en revue et ça doit remonter à 86. Et je lisais déjà des poèmes à cette époque-là. Non, j'ai commencé dès le début des années 80. C'était une période où il y avait des lieux. Si vous voulez, c'est un truc qui a des hauts, des bas. De temps en temps, il y a des patrons de café qui se disent « Ah oui, bonne idée de faire des lectures de poésie. » C'est intéressant. Puis ça retombe, puis ça remonte. Enfin, c'est variable, quoi. Moi, j'adorais ça. Hein. C'est marrant parce que vous me parliez des audiobooks. J'ai eu l'occasion d'interviewer Bret Easton Ellis pour The Shards, Les Éclats, son dernier livre. Et en fait, ce livre-là, il avait publié en podcast à l'origine parce que c'était le Covid. Donc à l'origine, son livre, il le lisait à haute voix et il me disait qu'en fait, quand on lui a fait refaire une version en audiobook, c'était trop lisse. I get frustrated with a reader sometimes. I don't think they're reading it correctly. And so I know, for example, I think my reading of the original Shards, the Shards that is unedited and is 33 hours long, is much better than the version I recorded for my American publisher, which felt very stiff and mannered, and they told me to really enunciate each word in a way that felt unnatural to me. Pour vous, comment on lit une poésie ? Est-ce qu'il y a une façon de... Parce que souvent on a l'impression que la poésie, on la déclame. C'est super... c'est vraiment difficile comme question. Disons qu'il faut pas surjouer. C'est ça la base. Moi, bon, j'ai eu plein de choses à France Culture souvent, où des acteurs jouaient, lisaient mes poésies, et je trouvais qu'ils surjouaient. Ils surjouaient l'intention.
il faut être plus plat pour... Bon, je vais vous dire, c'est simple. Il y a un film magnifique, pas le film pas tellement, mais l'acteur, où Michel Lonsdal, Michael, je sais pas comment, joue le rôle de... Ça s'appelle Maestro, et explique aux jeunes acteurs comment il faut lire de la poésie. Comment on doit laisser parler le texte sans le jouer. Et tout ce qu'il dit est magnifique. Qu'est-ce qu'il dit, ce que j'ai pas vu, ce film? Écoutez, je ne peux pas résumer, mais il faut voir le film. Ok. Pour Michael Lonsdal, à mon avis, c'est un des grands lecteurs de textes du siècle depuis 100 ans, quoi. Enfin, il était vraiment très très bon. Non, j'ai une énorme admiration pour lui, en fait. J'imagine, vous, Frédéric, que c'est une question que vous êtes posée, puisque Michel Houellebecq, dans cet album, ne chante pas. Il dit le texte, je ne me trompe pas. Hein. Oui, non. Et du coup, quand on fait la musique de quelqu'un qui parle, finalement, est-ce qu'on la compose tout à fait de la même façon que quelqu'un qui chante? Alors, j'ai tenu à rencontrer Michel parce que j'étais en train de faire un album hommage à mon ami Daniel Darc, défunt. Et j'avais lu dans la presse que Michel aimait beaucoup cet album, et notamment le psaume 23. Et le psaume, c'est justement du spoken word, ce qu'on dirait en anglais, c'est parlé. Et sur cet album, il y a plusieurs chansons comme ça qui sont parlées. Alors c'est à la fois, c'est toujours aussi, on est à la limite parce que ce n'est ni vraiment de la parole, ni vraiment du chant. C'est-à-dire qu'il y a quand même si il y a quand même des notes dans l'intention. J'avais entendu le premier album, par exemple, de Michel, composé... Présence humaine avec Bertrand Burgala, en 2000. Et quand on a enregistré une version du psaume 23 ensemble, j'ai tout de suite aimé la version, j'ai tout de suite aimé l'interprétation de Michel. Et donc là, on a tout de suite parlé justement de poésie. Et on avait aussi ce lien avec Lauride, par exemple, où, par exemple, sur Walk on the White Side, c'est très difficile ce n'est ni du chant, ni vraiment du non-chant. On est entre les deux. L'espoir a déserté la ville. Le lendemain de l'explosion, nous avons été trop subtils. Une question de génération. Il y a la question du corps qui irrigue toute votre œuvre. Et je me suis dit qu'en fait, quand on écrit, en général, on écrit assis. Quand on chante debout. Est-ce que vous pensez que si vous écriviez debout, vous écririez la même chose? Est-ce que votre corps participe de ce que vous produisez? J'écris pas spécialement assis, en fait. Enfin, de temps en temps, c'est debout. Hein. Ah oui? Oui. Enfin, des poèmes, en tout cas. Pour un roman, c'est assis. Pour un poème, c'est très variable. Ça peut être couché aussi. Enfin, je veux dire, et ça va plus vite, enfin, d'écrire un poème. Enfin, donc, quand ça vient, ça vient. Et donc, même si on est debout dans la rue, il faut écrire tout de suite, quoi. Mais est-ce que ça change ce que vous écrivez, la position du corps? Non, honnêtement, je ne sais pas. Ok. Je vous dis ça parce que j'avais discuté avec Camille Nothomb, figurez-vous, je lui avais posé cette question parce que le moment où je l'avais vue, elle avait mal à l'épaule. Et je lui avais posé la question dans quelle mesure l'écriture dégrade le corps. Parce que quand on est écrivain, en général, on reste beaucoup assis assez longtemps et que finalement, on finit par avoir mal au dos, quoi. Je trouve qu'on sent les littératures qui ne passent pas par le corps. J'adore l'idée que tant écrire me dégrade, non que je cherche foncièrement à être en mauvaise santé, mais je trouve que c'est juste quelque chose dans lequel je m'implique tant. C'est normal que ça détruise un petit peu mon squelette quand même. Est-ce que vous pensez que l'écriture dégrade le corps? Ça dégrade beaucoup en général, mais pas seulement le corps. Enfin, ça dégrade parce que les écrivains sont souvent alcooliques, enfin, pour de bonnes raisons. Et c'est autre chose. Mais si vous voulez, c'est marrant parce que il y a deux points de vue différents là-dessus qui sont de deux personnes également estimables. Nietzsche dit qu'il faut absolument marcher, que les idées viennent en marchant, et Flaubert dit le contraire, qu'il faut absolument être assis, qu'on ne peut pas penser sans être assis. Et j'avoue que j'ai pas opté, si vous voulez. Ce qui se passe, c'est que souvent si on reste à écrire trop longtemps, on a envie de bouger son corps parce que
Il y a un malaise qui se crée. Il vaut mieux aller se promener que de boire immédiatement, quoi. On finit toujours par boire, mais il vaut mieux retarder le moment. On peut boire et écrire? Non. Non, on boit parce qu'on est fatigué. Et on ne peut plus écrire rien du tout après. On boit pour arrêter le mouvement des pensées, en fait. Et c'est vrai que... Non, il y a beaucoup de choses que je me souviens, il y a un très long poème qui s'appelle... je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, mais enfin bon. C'est dans la... Enfin, il y a 8 poèmes successifs. Je me souviens de les avoir écrits debout en attendant un taxi, en fait. Comme ça, paf. Heureusement, il a eu du retard, donc j'ai eu le temps d'écrire plein de trucs, quoi. Mais non, debout, c'est bien pour la poésie, vraiment. Pourquoi? Je sais pas. Non, mais franchement, je sais pas. Est-ce que vous avez remarqué que certaines idées vous viennent à certains moments? Souvent, on dit bon, j'écris souvent tôt le matin, vous par exemple. Alors ça, c'est très net, par contre. Autant debout assis, je sais pas. Autant je suis sûr que les bonnes idées viennent au moment où on n'est pas encore tout à fait réveillé. Où on est encore un peu vaguement dans le sommeil, dans le doute, dans le rêve. Et c'est là que des choses... C'est toujours dans un état demi-conscient, quoi, que ça vient. Ça, le rêve, c'est l'un de vos grands trucs, même de votre premier essai sur Lovecraft. Vous parliez de ça, hein, le fait que... Je crois que Lovecraft, lui, notait ses rêves, même. Ah oui, Lovecraft l'a utilisé abondamment, plus que moi, hein. Oui, Lovecraft a utilisé beaucoup ses rêves, oui. Oui. Vous, non? Vous les écrivez pas, disons? Ben, je l'ai fait beaucoup, hein. J'en ai utilisé quelques-uns, assez peu. Pour anéantir? Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais il y avait des choses que j'avais notées il y a 30 ans avant, quoi. Mais c'est difficile comme matériau, si vous voulez, à utiliser, parce que ça ressemble ni au matériau roman, ni directement au matériau poésie. C'est quelque chose d'autre. Mais si vous voulez, c'est... je me suis aperçu à un moment donné que pour utiliser un rêve, il fallait que je raconte le rêve d'un personnage, c'est tout. Et j'ai des textes que j'ai gardés pendant une dizaine d'années sans savoir quoi en faire. Et sans arriver à les jeter parce que je croyais qu'il y avait quelque chose, quoi. Et bon, c'était des transcriptions de rêves, oui. Il n'y a pas la difficulté d'éviter le cliché? Parce qu'il y a beaucoup de clichés avec les rêves. Eh ben non, moi je trouve pas, hein. Je trouve pas qu'il y a tellement de clichés dans les rêves. Enfin, Non, je suis toujours surpris parce que c'est. Pour la musique, on parle souvent, les gens ils chantent sous la douche, tout ça. Il y a des moments quand même, il y a des lieux où les idées viennent. Est-ce que vous avez des lieux particuliers ou des moments où les idées musicales viennent davantage? Oui, le matin. Moi, en fait, c'est même un truc un peu bizarre, je compose le plus avant d'avoir l'impression de me mettre à travailler. C'est-à-dire que le moment où je vais remonter, je me mets au piano, je prends mon iPhone, je compose 2-3 choses comme ça, et je réécoute après. Est-ce qu'il faut de la discipline? Est-ce qu'il faut se mettre à sa table pour écrire et donc les idées viennent? Ou est-ce que l'idée vient, il faut savoir la saisir? Non, c'est la deuxième solution, c'est la deuxième hypothèse qui est la bonne. Quand l'idée vient, il faut obéir, quoi. Ça revient jamais, parce que c'est pas une idée, c'est des mots, hein. Et les mots, on les retrouve pas. Si on les laisse échapper, c'est foutu. Après, on peut se dire qu'il faut un cadre pour que l'idée vienne. Non, moi je trouve pas. Honnêtement, je trouve pas. Et là, effectivement, moi j'ai remarqué que après avoir pris une douche, ça va beaucoup moins bien. Parce qu'on est trop propre? On est trop propre, il y a quelque chose qui marche plus, on est trop dans la vie réelle déjà. Ok, mais du coup ça laisse une espace de temps assez limité. Si non, on peut prendre sa douche alors qu'on veut. Hein. Moi je l'ai fait. C'est vrai. Ça peut, oui. Non, mais la discipline, pour moi, pour la musique, c'est de réécouter, de trier ce qui me semble intéressant ou pas. Parce que parfois, la différence entre quelque chose d'intéressant et quelque chose qui n'est pas intéressant, la frontière est très mince.
Et puis après, c'est la concentration pour arriver à aboutir à quelque chose d'intéressant. J'ai un autre truc à dire, mais qui est en rapport avec ce que vous dites. C'est que, supposons je me mets à ma table par discipline parce que j'ai essayé d'écrire. Quand rien ne vient, parce qu'il y a une espèce d'histoire de voix, de sa voix. Et quand rien ne vient, je relis ce que j'ai déjà écrit, je le corrige, etc. Et là, ça revient. Je retrouve ma voix, quoi. Vous écrivez tous les jours ? Non, mais quand on ça dépend. Quand on écrit un roman, c'est mieux d'essayer de ne pas arrêter, oui. Parce qu'on perd. Quand on arrête, c'est dangereux, toujours. Est-ce qu'il y a des romans que vous avez commencé à écrire et que vous avez mis de côté parce que vous n'arriviez pas à les finir Oui, j'ai eu des pannes, oui. Surtout les parties élémentaires, j'ai eu une panne de 3 mois, je crois. Ça, c'est très pénible, ça. Comment vous avez résolu cette panne de 3 mois ? Je l'ai pas résolu, je pense. Enfin, j'ai continué, mais sans être persuadé que j'avais raison dans mon choix, quoi. Bon, je vais préciser, si vous voulez, si on a le temps, mais... On a le temps. À un moment donné, je me suis dit, je vais peut-être faire des 2 personnages, Michel et Bruno, un seul. Et là, ça m'a plongé dans un grand doute. Parce que ça se défendait de réunir les personnages, si vous voulez. Et là, j'ai vraiment hésité, je ne savais plus. Et puis bon, j'ai décidé de continuer comme c'était commencé, en fait. Donc avec 2 personnages. Et comment vous avez su ? Je crois que j'ai jamais su. C'était peut-être une meilleure idée d'en faire un seul. Je ne sais pas si j'ai bien fait, quoi, encore à l'heure actuelle. Mais bon, j'ai continué. Et il y a d'autres livres comme ça où vous êtes confronté à des... Enfin, c'est un problème de structure, là, en l'occurrence. Oui, c'est un problème de structure. Bon, j'ai eu un peu de mal avec la carte et le territoire aussi, que la structure est un peu compliquée. Donc je m'y perdais un peu dans mes oui. La possibilité du Nil, j'imagine aussi, c'est très... Alors, bizarrement, non, ça a été... D'un point de vue structure, j'ai l'impression que c'est le plus compliqué. Mais mais en fait, non, ça s'est bien passé. Sauf avant d'entamer la 3e partie, là, j'ai fait La 3e partie est vraiment différente et elle est spéciale, quand même. C'est peut-être ce que j'ai écrit de mieux, je veux dire, mais... Je sais pas, je me suis imposé une espèce d'ascèse, d'ascèse physique, en fait, avant de la commencer. Est-ce qu'il vous est arrivé d'écrire un livre sans jamais douter ? Oui. Oui, ça m'est arrivé. Soumission, jamais douté. Plateforme, ça a été étrangement fluide à écrire. J'ai pas eu de difficulté. Et c'est pas les livres qu'on préfère, je veux dire. Il y a un truc qui est typique, c'est que c'est ce qui vous a demandé le plus de peine qu'on aime le plus, au fond. Ça fait sens, bien sûr. Oui, ça fait sens, oui. On a surmonté un obstacle. On a surmonté un obstacle et du coup, on aime plus le livre. Pour ça, j'ai jamais tellement aimé Plateforme, parce que c'était trop facile à écrire, quoi. Après, quand je vous entends parler de poésie, vous me dites j'attendais le taxi, alors j'ai écrit 3-4 poèmes. J'imagine que c'est un peu plus compliqué que ça. Non. Ouais ? Non, ça vient d'un seul coup sans qu'on sache trop pourquoi. Enfin, je sais pourquoi, mais c'est ma vie privée, ça. Mais je veux dire, disons que ça m'arrivait à ce moment-là où j'étais, où rien ne se passait, où j'attendais. Mais est-ce que ça veut dire que si ça n'arrive pas spontanément, la poésie n'est pas bonne ? Il n'y en a pas, surtout. C'est pas du travail. Hein. Non, ça marche pas. Enfin, pour moi, ça marche pas. Il y a des exemples de gens pour qui ça a marché, et des fois ça a de bons résultats. Mallarmé travaillait énormément. Rimbaud pas tellement, Verlaine non plus, Baudelaire non plus. Et ça se voit. Il y a quand même un côté laborieux chez Mallarmé. Enfin, je répète dire ça. Parce que j'aime bien Mallarmé quand même de temps en temps. Ça veut dire quoi, travailler, quand on est écrivain ? Effectivement, là, c'est assis. Se mettre à sa table et s'obliger à y rester un certain temps en attendant que quelque chose arrive. Il faut savoir le saisir, j'imagine. Ah non, quand on écrit un roman, il faut vraiment se forcer. Quand on lit un roman et qu'on est écrivain comme vous l'êtes, est-ce que vous jugez le travail fourni ou pas dans le livre en question ? Est-ce que vous êtes en mesure de le savoir ?
Non, je suis toujours surpris. Je suis toujours surpris quand... Parce que de temps en temps, on sait le temps que les gens ont mis. Et non, ça me surprend à chaque fois. Enfin, en principe, c'est une bonne chose, je veux dire, que je sois surpris. En principe, le travail ne doit pas se voir. Idéalement, effectivement. Ouais. Idéalement. Et pour moi, il ne se voit pas en général. Ça a l'air simple et fluide, effectivement. Même votre style, quelque part, on aurait du mal à le qualifier, puisqu'il y a une sorte de fluidité. On a l'impression qu'il n'y a pas de style, justement, mais c'est ça le style, peut-être. Je sais pas, d'ailleurs, c'est impossible comme question, mais est-ce que vous qualifieriez votre style, votre propre style? Ça sera sûrement qualifié à mon un ou un autre, hein, donc je sais pas. C'est pas moi, c'est pas mon travail, ça, si vous voulez. Alors du coup, je vous pose la question, Frédéric, parce que vous avez dû mettre en musique les mots de Michel. Comment vous qualifieriez, en un son peut-être, les textes de Michel Houellebecq? Ah là, c'est pas non plus mon travail. C'est-à-dire que mon travail, en travaillant en mettant en musique des poèmes de Michel, c'était de faire comme si c'était quelque chose d'évident. Et donc, c'était comment trouver la musique, l'atmosphère, et comment ensuite on travaille ensemble pour avoir le ton le plus juste, pour que d'un coup, on n'ait pas l'impression que ce soit juste des mots mis en musique, mais que ce soit ce que je mettrais en guillemets une œuvre. Quand j'écoute les Beatles, quand j'ai écouté les Beatles quand j'avais 10 ans, ça me paraissait des génies. Et aujourd'hui, ça me paraît toujours des génies, mais qui ont travaillé énormément. C'est-à-dire que la différence, par exemple, en 1962-63, entre les Beatles, les Stones ou les Kings, elle n'est pas forcément dans le songwriting, mais elle est vraiment dans l'élaboration sonique, dans la performance, dans la fluidité et dans le travail. C'est intéressant que vous parliez des Beatles, parce qu'effectivement, les paroles des Beatles, a priori, on peut dire Love, love me do, you know I love you, on est dans un truc assez basique, et pourtant c'est extrêmement efficace. Est-ce qu'une chanson doit avoir une qualité littéraire? Ou au contraire, elle doit être dans le son pur et dur et pas forcément faire preuve de qualité littéraire? Alors, moi j'aime beaucoup la littérature, j'aime beaucoup la poésie. Vous êtes parolier d'ailleurs. Voilà. Et donc j'ai souvent été attiré par des artistes qui étaient des vrais paroliers. J'adore Morrissey, par exemple, des Smiths, ou Dylan, ou Lou Reed. Ouais. Les Beatles, c'est intéressant parce que, à premier abord, surtout les gens qui n'aiment pas les Beatles peuvent dire que c'est assez niais. Quand vous citez Love Me Do, c'est leur première chanson. Il faut voir qu'ils essayent de faire un hit. À l'époque, c'est quand même des chansons un petit peu d'amour facile, et ils savent très bien ce qu'ils font. Mais on sent qu'ils en ont sous le pied, on sent qu'il y a autre chose. Et Lennon, après, et McCartney, on voit bien qu'à la fois, ce sont on ne peut pas dire que ce soit des écrivains, mais on sent qu'il y a un vrai goût de la langue. Vous parlez de la langue, c'est que je trouve sur la langue, telle qu'on l'emploie tous les jours, finalement les chansons ont plus d'impact sur le langage que la littérature. Les gens ils vont plus utiliser des mots de Aya Nakamura, de Jul, que de Michel Houellebecq, d'une certaine façon. Comment vous le percevez, ça? Je ne sais pas si vous connaissez Aya Nakamura et Jul, mais... On peut bien, à vrai dire, mais oui, bon, en général, on a plus d'impact avec les chansons qu'avec des livres, oui. Bon, mais je vais pas me plaindre de ça, enfin, je veux dire... Bon, en France, les gens lisent pas mal, quoi. Enfin, je connais d'autres pays où les gens lisent beaucoup moins. Donc non, ça va, Vous savez qu'aujourd'hui, on dit que les gens lisent de moins en moins, les jeunes notamment. Je sais pas ce que vous en pensez. Il paraît, oui. Il paraît. Et je connais pas suffisamment les jeunes, enfin je suis désolé pour les jeunes écoute, mais mais les jeunes sont des gens comme les autres, si vous voulez. Enfin, la plupart. La plupart des jeunes sont des... Mais c'est vrai que quand je me rappelle de mon adolescence, je me rappelle comme de temps en temps,
Oui, j'ai l'impression que les gens surtout, ils se battaient plus autour de livres. Moi, par exemple, oui, il y avait des gens qui aimaient beaucoup Camus, par exemple. Et il y avait des gens qui aimaient beaucoup Nietzsche. Enfin, moi, j'étais plutôt Nietzsche. Enfin, bref, il y avait des bagarres là-dessus, quoi. Donc, j'ai l'impression que c'était plus... je ne sais pas si les gens lisaient plus, en réalité, mais c'était plus un enjeu, ce qu'on lisait. Ouais. Il y avait des fans de Boris Vian, ça je m'en souviens très bien. Il y avait des inconditionnels de Boris Vian. Enfin, bon. Est-ce que vous pensez qu'on lit pour les mêmes raisons aujourd'hui que pendant votre adolescence? Oui. Oui, ça oui. Oui, ça c'est... Le livre, c'est un moyen extraordinaire de... Et même, je pense que les raisons se sont aggravées, si je puis dire. Enfin, ou augmentées, je ne sais pas. Un livre, c'est vraiment un moyen de déconnexion. Et comme les gens sont de plus en plus connectés toute leur journée, c'est vrai que quelqu'un qui lit un livre et quelqu'un qui regarde son smartphone dans le métro, c'est différent. C'est pas la même attitude, quoi. Dans le fait même de lire un livre, il y a une volonté de déconnexion par rapport à l'immédiat. Et qui existait déjà quand j'étais jeune. Hein. On lisait un livre pour être ailleurs, quoi. Et là, je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui. J'ai un sentiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'aujourd'hui, peut-être, les gens lisent davantage pour être déjà d'accord avec ce qui est écrit. C'est-à-dire qu'ils disent « Ah, je suis d'accord avec l'auteur ». J'espère que non, que vous avez tort, là. J'espère aussi. Mais est-ce que j'ai tort? Je sais pas, j'espère que vous avez tort. Je ne sais pas si vous avez tort ou non. Vous savez, la littérature feel good? Oui, j'en ai entendu parler. C'est un des problèmes de ma vie. Voilà, j'ai écrit un recueil de poèmes qui n'est absolument pas feel good. Non, on ne peut pas dire. Mais c'est vrai que je sens une injonction sourde, massive, à être feel good. Donc j'ai l'impression, effectivement, d'écrire un peu contre mon temps, par moment. Bon, c'est comme ça, hein, j'y peux rien. Et ça, c'est vrai que c'est... quand j'ai commencé en littérature, l'injonction au feel good était moins forte. Là, elle a beaucoup augmenté, oui. Et tout ce qui est coaching aujourd'hui, là. Récemment, il y a le film Gourou, par exemple, avec Pierre Ninet. Il y a le côté prenez votre vie en main, vous allez aller mieux. Oui, la recherche du bonheur. Oui, c'est épuisant. Non, rien que d'y penser, je suis déjà... J'ai envie de me coucher et de mourir, quoi. Enfin, et je pense que c'est pas bien, si vous voulez, parce que les gens qui vont mal, si on leur dit tout va bien, oui, ils ont l'impression que c'est eux qui vont pas. Et donc, ils se sentent encore plus coupables d'aller mal. Enfin, c'est pas comme ça qu'on traite les problèmes, quoi. C'est pas en faisant comme s'ils n'existaient pas. Je vais vous citer de mémoire, parce que j'ai vu plusieurs interviews avant qu'on se voit. Et face à Laure Adler, il y a 20 ans, oui. Vous disiez quelque chose, je cite de mémoire, en gros que vous étiez plus heureux quand vous faisiez de la poésie que quand vous écrivez des romans. Qu'en fait, il y avait une sorte je sais pas, d'aspect paisible que la poésie vous procurait. Non, mais il y a un flash immédiat très fort. Hein. Quand je sais pas, ça me prend un quart d'heure d'écrire un poème maximum, quoi. Ah oui? Bah oui. Vraiment? Bah oui, vraiment, oui. Oui, vraiment, donc on est très heureux sur le coup. Écrire un roman, oui, il y a du travail, il faut travailler. Il faut vraiment travailler parce que le truc demande qu'à partir en vrille, quoi. Il faut vraiment maintenir son attention. Là, le fait d'avoir écrit un recueil de poésie, ça vous rend plus heureux ou pas? Ah oui. Enfin oui, non, c'est pas l'effet de faire un recueil, parce qu'un recueil, c'est toujours un peu bizarre. Non, mais... Pourquoi? On fait des recueils parce que ça se présente comme ça. Mais on sait bien que les gens, ce qui compte, c'est le poème, en fait. Oui. Donc on les réunit un peu comme ça, parce qu'on a l'impression que ça forme un vague ensemble à peu près cohérent. Et si on continue, ça va donner des trucs incohérents, donc on essaye de fixer le truc, quoi. Mais c'est vrai que moi-même, d'ailleurs, quand on voit des gens lire un recueil de poèmes, ils feuillettent, en fait. Et moi aussi. Donc ce qui compte, c'est vraiment le poème, c'est ça l'entité de base, quoi. Moi, il y a quelque chose qui me fascine, alors plus sur le poème que sur la musique, mais c'est l'aspect visuel. C'est-à-dire qu'un poème, pour moi, c'est un look. Pour vous, c'est quoi l'importance de l'esthétique du texte
que vous imprimez. Un roman, souvent, c'est des pages comme ça. Vous, il y a une dimension supplémentaire, c'est que vous insérez, par exemple, dans ce nouveau recueil, il y a une annonce pour un appartement. Oui, oui. Dans Anéantir, il y avait des dessins. Vous mélangez à la fois les registres de langue et puis les registres visuels maintenant. Est-ce que pour vous, c'est important, le look d'un texte ? Ça reste moins important que la lecture, que la voix. Disons que j'ai fait quelques tentatives, mais pas très élaborées. Enfin, Apollinaire a fait plus, quoi. Il a écrit des poèmes où là, la forme sur la page compte. Moi, je ne suis pas allé jusque-là. Donc, pour moi, quand même, la poésie fait partie avant tout de la littérature orale, quoi. C'est pour ça que vous faites beaucoup de rimes dans ce recueil. La plupart, finalement, des poèmes sont assez classiques, il y a des rimes. Oui, il y a des rimes. C'est un outil puissant, pas beaucoup pour les raisons qu'on croit, en fait. C'est donc c'est plutôt un mode, une manière d'écrire, je veux dire, ça se met à rimer et du coup on trouve les mots. Enfin, mais la rime précède le sens en quelque sorte. C'est-à-dire ? On écrit un truc parce que ça rime et puis on a vaguement l'impression que ça fait sens. Mais c'est le son qui précède... Le son précède le sens, oui, en réalité. Alors c'est un côté pratique, c'est-à-dire effectivement quand on met en musique un texte, j'imagine pour vous, le fait que ça rime, c'est plus évident que si c'était en prose. Comment on fait pour rythmer un texte, par exemple ? Disons que j'avais six textes avec moi. Je les ai gardés pendant un moment dans mon sac. J'ai essayé de trouver ce qui me conviendrait avant de pouvoir le faire écouter à Michel. Et donc, évidemment, qu'en musique ou en chanson, je ne sais pas vraiment si on peut appeler notre album un recueil de chansons, mais il y a quand même des choses. Il ne faut pas que le texte soit trop grand ou trop fourni. Je ne sais pas, mettre en musique Le bateau ivre de Rimbaud, ça ferait une très longue chanson quand même. Ensuite, c'est vrai qu'il faut que ce soit des alexandrins au maximum, il ne faut pas que ce soit non plus trop long, parce que sinon vous êtes obligé de couper le vers. Et puis c'est mieux s'il y a une rime qui se répète comme pour un refrain. Voyez. Ouais. Parce que ce qui est intéressant, ce qui m'a en tout cas moins intéressé dans la façon dont vous êtes approprié ces textes-là, c'est que parfois la musique accompagne le sens du texte, qui est en général effectivement assez sombre, et parfois il y a un contrepoint. Oui. C'est-à-dire que parfois il y a un côté upbeat d'un morceau, il faut être deux pour faire la guerre civile, et puis derrière il y a une musique finalement assez joyeuse, quoi. Oui. Il faut être au moins deux pour une guerre civile. Moi, je suis un peu old-fashion. J'aime bien travailler sur un album entier. Ah oui. Donc, il faut qu'il y ait quand même des ruptures de rythme. Sinon, et puis ça peut pas être. On peut pas. Parfois, spontanément, j'allais dans le sens du texte. Et puis, à d'autres moments, j'ai besoin de faire l'inverse. Et puis, j'avais besoin aussi à mon sens, de toujours trouver une mélodie qui puisse faire que la musique tienne seule, et en même temps de laisser la place à la poésie de Michel, trouver ce juste équilibre entre quelque chose qui est assez facile à identifier, une mélodie, comme entre du classique et de la pop à ce moment-là, et puis en même temps de la texture sonore qui permette d'être dans le rêve ou d'être de rentrer dans la voix de Michel. On parlait d'ailleurs du visuel. Il y a une dimension importante dans le visuel d'un texte, c'est la ponctuation. J'ai eu l'occasion d'interviewer Constance Debray, et elle me disait qu'elle avait un problème avec la virgule.
avec l'objet virgule. Dans son dernier livre, d'ailleurs, elle a viré les virgules à un moment donné. Il n'en met pas, oui. Voilà, parce que dans Protocole, pour ceux qui voudraient le lire, très bon livre, mais elle disait qu'elle avait un problème presque esthétique, d'ordre graphique avec la virgule. Généralement, je mets toujours une majuscule au début des phrases et un point à la fin. Ça, voilà, ces extrêmes-là. Tous les signes du milieu, je dirais, virgule, point virgule, parenthèse, je les aime moins, donc si je peux m'en passer, c'est mieux. Et je les trouve assez laids graphiquement. Vous, je crois que vous défendez même le point-virgule. Je ne sais pas quel rapport vous avez avec la ponctuation. J'ai un bon rapport avec le point-virgule, c'est vrai. Je pense qu'il y a entre le... c'est des temps à la base. Hein. Je veux dire, c'est des temps d'arrêt. C'est vraiment fait pour ça, la ponctuation. C'est vraiment fait pour quelqu'un qui voudrait lire le texte à voix haute, pour lui indiquer des temps d'arrêt plus ou moins longs. Donc, virgule, point, ça me paraît bien. La poésie, ça se complique un peu parce qu'il y a un temps d'arrêt entre rimes et entre strophes. Donc, il y a deux systèmes de temporalité, quoi. Et c'est ce qui fait un de ses charmes, d'ailleurs, mais enfin bon. Mais non, moi, j'ai jamais été tenté de supprimer la ponctuation, en fait. C'est vraiment une chose sur laquelle on peut jouer et sur laquelle j'ai envie de jouer. Expliquez-moi le point-virgule, parce que j'ai jamais compris le point-virgule. C'est un silence un peu plus fort que la virgule, mais moins fort que le point. C'est vraiment ça, hein. J'ai besoin de 3 degrés de silence différents. Enfin, j'aime bien. Après, en latin, il n'y avait pas de ponctuation. Ça, je sais pas, j'ai pas fait latin, malheureusement. On parle des virgules, mais il y a aussi souvent, vous mettez des mots en italique. Oui, alors ça, c'est beaucoup plus... Ça énerve beaucoup les gens, ça. C'est un de mes gros problèmes, parce que c'est vrai que l'italique a une valeur d'ironie. On se moque un peu de ce qui est mis en italique, alors qu'en fait, il y a des règles d'utilisation de l'italique que je respecte pas, en fait. J'y connais mal. C'est quoi les règles d'utilisation d'italique ? Déjà, quand c'est plutôt réservé aux mots étrangers. Ouais. Voilà, c'est ça que les correcteurs vous disent à chaque fois. Ils ont raison du point de vue d'un correcteur, mais j'utilise l'italique différemment. Donc vous utilisez l'italique pour l'ironie ? Oui. Purement pour l'ironie ou... Je l'ai beaucoup fait, j'ai peut-être trop fait par moment. En me relisant, j'ai peut-être la sensation que je l'ai trop fait. Mais oui, c'est pour ça. C'est pour introduire un doute sur les mots en eux-mêmes. À quel moment d'ailleurs vous pensez au lecteur ? Parce que là, si vous utilisez l'italique pour marquer l'ironie, c'est parce que vous pensez à ce que le lecteur va penser. J'ai l'impression que j'y pense un peu tout le temps quand même. Enfin, je veux dire, je sais que je vais avoir des lecteurs quand j'écris, quoi. Je m'imagine un lecteur parfait, quoi. Mais ça veut dire quoi en fait, penser au lecteur ? C'est-à-dire, dans quelle mesure ? C'est rendre le texte intelligible, j'imagine. Mais est-ce que vous faites des choix en fonction de... Non, mais je veux provoquer des réactions. Hein. Je suis pas... Des fois, j'ai envie de faire rire, ça m'arrive. Et j'aime bien quand... Si j'arrive à faire pleurer, c'est bien aussi. Et je veux provoquer des réactions émotionnelles, des réactions fortes, quoi. Alors, il me semble que c'est le cas. Par exemple, si on prend Soumission, là, pour le coup, j'ai le sentiment que la réaction produite a différé de ce que vous avez l'intention de dire, en tout cas, quand le livre est sorti. Non, mais c'est les circonstances historiques ont dépassé tout ce que je pouvais prédire, quoi. Aujourd'hui, avec le recul, par exemple, pas forcément le livre, mais la réception de ce livre, de Soumission, avec le recul des années, comment vous l'interprétez aujourd'hui ? Ça a été... C'est un moment effrayant dans ma vie, où j'ai été pris dans un espèce de phénomène historique que je n'ai pas prévu, qui me dépassait. On n'est pas fait pour vivre des moments historiques, enfin certaines personnes peut-être, pas moi. Mais j'ai eu peur de ce qui se passait, oui. Bon, déjà, ça a commencé de manière horrible, ça a été immédiatement horrible. C'était trop pour moi, enfin, c'était trop. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un plaisir à appartenir à l'histoire ? Ah non. Non, ça fait peur.
Ouais. Non, il n'y a aucun plaisir, je vous assure. Hein. On est pris dans une espèce de chose qui vous dépasse. Et non, on a envie de se retirer, quoi, vraiment. Ce que vous avez fait d'ailleurs à la sortie. Ce que j'ai fait, en fait, oui. Parce que je ne pouvais pas supporter l'enjeu, quoi. L'enjeu devenait trop fort. Et je suis curieux, quand François Bayrou a vraiment été nommé Premier ministre, ce que vous disiez Oui, dans son mais émission bon. comme une blague en fait. Oui, François Bayrou, c'est un personnage clownesque. Enfin, bon, il n'a pas aimé que je parle de lui. Enfin, il n'a pas... Il n'a pas aimé, mais il a fini par devenir Premier ministre. Oui, il a fini par devenir Premier ministre, oui, un peu... Mais ça, bon, ça, c'était pas très grave, si vous voulez. C'est un côté plutôt comique, alors que, bon, Charlie Hebdo, c'était pas du tout comique, quoi. Aujourd'hui, Soumission, finalement, vous êtes content de l'avoir écrit. Vous portez quel regard sur ce livre qui est un peu singulier quand même dans votre œuvre? Dans le sens où il a eu un écho sur le moment, pour des raisons Pour des raisons... avec l'attentat de Charlie Hebdo. Il y a un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur Soumission, je l'ai écrit assez facilement. Donc ça a été assez fluide, et je ne pensais pas du tout à l'écho que ça allait avoir, quoi, réellement. Donc en fait, c'est vrai que c'est mon plus gros succès à ce jour, mais c'est pas un bon souvenir. Entre extension du domaine de la lutte et anéantir, est-ce que vous pensez que vous êtes amélioré comme écrivain? Et qu'est-ce que vous avez appris, si vous avez appris quelque chose? Je suis pas sûr de m'être amélioré, en fait. Je suis pas persuadé de m'être amélioré. Je sais pas, mais je me relis pas, si vous voulez. Mais est-ce qu'un écrivain s'améliore? Oui, ça peut s'améliorer. J'ai la sensation nette de m'être amélioré dans les parties élémentaires par rapport à l'extension. Après, je ne sais plus trop. En quoi les particules élémentaires pour vous est un meilleur livre que Extension du domaine de la lutte? Parce que je suis allé jusqu'au bout de certains thèmes. Si vous voulez, moi j'ai toujours regretté dans Extension du domaine de la lutte. Voilà, mais je suis obligé d'entrer un peu dans le détail. Hein. Je suis désolé pour les gens qui ne connaissent pas, mais j'ai toujours été regretté d'avoir tué Tisserand trop tôt. À partir du moment où Tisserand meurt, le roman perd un peu de son intérêt. Donc j'ai mieux traité le cas Tisserand à travers le personnage de Bruno dans les particules. Pour moi, il y a une grosse différence entre Extension du domaine de la lutte et Anéantir, c'est déjà la taille du livre. Oui. Donc, ça, c'est évident. Je ne sais pas si c'est quelque chose d'important pour vous, la taille d'un livre. C'est une question qui paraît bête, mais pour le lecteur, ça ne l'est pas. Quand on voit un gros livre, c'est intimidant. Oui, c'est... Il y a un problème de taille maximum, si vous voulez, enfin, qui dépend des gens, en fait. Bon, par exemple, Guerre et Paix, c'est trop long. Je ne sais pas si vous... Guerre et Paix, c'est trop long parce que Tolstoï ne se rend même pas compte qu'il se répète. C'est vrai qu'il y a des passages où il se répète vraiment, à quelques centaines de pages de distance. Et il y a un maximum de l'esprit humain. Il y a des exceptions. En même temps, La Recherche du temps perdu, à mon avis, c'est un livre, La Recherche du temps perdu. C'est beaucoup discuté, mais je pense que c'est vraiment conçu comme un seul livre. Et c'est vrai que de manière surprenante, Proust ne se répète pas. Mais c'est impressionnant. Hein. Est-ce que vous pensez que ça pourrait encore exister aujourd'hui? Vous savez ce qu'on dit, le taux de concentration qui diminue? Oui, c'est bien possible que non, et c'est très regrettable. Déjà, je le pensais tout à l'heure à propos de la taille des chansons. Il me semble que quand j'étais adolescent, la taille des chansons était beaucoup plus variable. Qu'on pouvait faire des titres de 8 minutes sans que ça pose vraiment de problème, quoi, à personne. Et là, oui, on a l'impression que c'est plus formaté. Peut-être parce qu'il y a une profusion d'œuvres. Effectivement, aujourd'hui, quand vous composez un morceau,
la personne en général déjà l'écoute dans des conditions dégradées, parfois sur leur téléphone portable, parfois sur un ordinateur, rarement au casque en vérité, et puis en un clic, il passe à un autre morceau, Est-ce que ça change la conception même de l'œuvre? Le fait qu'il y a une volatilité de l'écoute? Moi, je pense vraiment que, en termes de durée, j'aime bien que ce soit concis, mais parce que je suis un grand fan des Beatles. Je crois que vous étiez punk, c'était pour ça. Aussi. C'est-à-dire que j'aimais le fait que les œuvres soient sur... qu'il puisse y avoir 2 titres sur un 45 tours, par exemple. Ce qui était le cas au début du rock. Vous voyez, le Chuck Berry, ça dure entre 1 minute 30 et 1 minute 50. Premiers albums des Beatles, ça fait moins de 30 minutes. Je pense que dans les années 70 ou même dans le jazz, il y a eu d'un coup le long format qui a pris le dessus. Et donc là, il pouvait y avoir des morceaux qui duraient 18 minutes par face. Et ensuite, il y a eu le CD où là, d'un coup, au lieu d'avoir que 36 minutes, 18 minutes par face, on pouvait avoir plus de 75 minutes. Et donc, les œuvres, si vous écoutez Radiohead, par exemple, OK Computer, il peut y avoir des très longues introductions. Ouais. Moi, ça, c'est ma formation. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois bien que sur les œuvres contemporaines, il y a un formatage qui est lié, comme vous dites, à une écoute sur l'iPhone, où il faut d'un coup que ça commence, il n'y a pas d'intro, ça commence tout de suite sur le refrain, c'est très rapide, il n'y a même pas de pont, c'est même la même grille d'accords, enfin, c'est très très concis, un peu par efficacité et presque par paresse aussi. Là, on est en train de discuter dans une salle vaguement noire, mais en fait, les gens, ils nous regardent sur leur téléphone portable pour la plupart. Là, ils sont en train de vous regarder sur leur téléphone, et potentiellement sur un réseau social. Il se trouve que dans vos livres, Michel Houellebecq, il y a plusieurs personnages, souvent de la télé, David Pujadas, Marc-Olivier Fogiel, d'autres. J'imagine que vous allez écrire d'autres romans. Sans doute qu'il y aura peut-être des personnages issus des réseaux sociaux, mais je me pose la question, est-ce que vous y êtes sur les réseaux? Non. 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 Et est-ce qu'un héros issu des réseaux sociaux vous intéresserait a priori, ou est-ce qu'au contraire, vous avez envie de vous tenir à distance de ces réseaux? Oh non, j'ai pas envie de me tenir à distance, non, mais pas plus des réseaux sociaux que de l'intelligence artificielle ou plein de divers phénomènes très nouveaux. Mais non, je suis curieux du monde qui m'entoure. Enfin, Bien sûr. Bon, là, les réseaux sociaux, ça m'intéresse moins que l'intelligence artificielle quand même, quoi. Donc l'intelligence artificielle vous intéresse? Oui, ça c'est vraiment intriguant. Comment vous l'appréhendez? Mais je me demande jusqu'où ça va aller, quoi. Si ça vraiment... quel niveau ils vont atteindre? Elles vont atteindre. Je ne sais pas si c'est il ou elle. Oui, c'est elle, une intelligence artificielle. Parce que j'ai l'impression que ça augmente rapidement et je vois pas la limite de la chose, quoi. Si je demande à ChatGPT, écris-moi une histoire d'amour à la Michel Houellebecq, est-ce que vous pensez être en danger? Je souhaite qu'il accepte. Est-ce que vous pensez que la valeur littéraire du texte produit sera équivalent à ce que vous êtes en mesure de produire? Je suis pas sûr de pouvoir dire le contraire. Peut-être, oui. Je sais pas, vraiment je sais plus. Mais alors qu'est-ce qui fera la valeur d'un texte? Le texte, mais il faut s'habituer à l'idée qu'on peut être remplacé, oui. C'est tout à fait possible, hein. Bon, déjà, on a intérêt à s'y habituer parce qu'on n'y peut rien, déjà. Mais c'est vrai qu'on a créé un truc dont on ne connaît pas les limites, oui. Et oui, je sais pas si on... J'exclus pas que ce soit mieux que ce que je peux faire, quoi. Est-ce que vous envisagez d'avoir recours à l'intelligence artificielle pour écrire? Oh non, non. Non, j'ai trop d'habitude. Enfin, je veux dire, je ne saurais pas comment le mettre. Enfin, non. J'ai vu que
quand Internet est arrivé, au début des années 2000, disons, en fait, c'est vous qui avez créé votre propre site Internet. Et une des premières choses que vous avez faites pour votre site Internet, c'était de lire des poésies, vos poèmes, et de les mettre en téléchargement. De manière générale, je pense que vous êtes assez ouvert aux nouvelles technologies, tout ça. Oui, oui, Internet, oui. J'utilise beaucoup Internet, oui. Je sais pas, j'ai pas un comportement très cohérent. Hein. J'utilise beaucoup Internet, par contre les smartphones m'énervent. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils changent leur logiciel trop souvent, enfin, c'est fatigant, quoi. Sans arrêt de nous remettre des nouvelles mises à jour, enfin, c'est fastidieux. Donc vous allez sur Internet, sur un ordinateur, donc? Oui. Vous allez voir quoi sur Internet? Bon, la même chose que beaucoup de gens, hein, YouTube. Oui. Vous connaissez des youtubeurs? Je sais pas si vous avez déjà vu Squeezie? Ah non, mais j'écoute plutôt de la musique, en fait, des vieux trucs, souvent. C'est intéressant parce que vous écoutez de la musique sur Internet, on en parlait. En fait, c'est devenu commun d'écouter de la musique de façon dégradée. C'est pas si dégradé que ça. Moi j'ai un casque, par exemple. Et c'est vrai qu'au casque, c'est quand même bon. Mais la musique est compressée souvent. C'est des formats qui compressent la musique. Il y a des gens qui passent un temps fou à composer des musiques en regardant les niveaux, puis finalement on les écoute. Ah oui, ça, j'avoue que je maîtrise pas le truc, quoi. Non, mais c'est vrai que le streaming, c'est quand même la première avancée technologique pour la musique qui détériore la qualité sonore. C'est-à-dire qu'au début, le gramophone, ensuite il y a eu la chaîne stéréo, ensuite il y a eu le compact disque, les DAT. On améliorait le rendu sonore. Là, d'écouter sur son smartphone en streaming, c'est la première fois qu'on réduit énormément. Chez moi, je me suis mis à écouter pour tester les disques que je composais ou que je produisais. Si vous écoutez sur un vinyle, un CD ou en streaming, un enfant de 10 ans se rend compte tout de suite que c'est le CD qui est bien meilleur. On peut avoir une nostalgie du vinyle, je l'ai aussi parce que l'objet est beau, et puis que c'est un son plus serré, plus petit. Le spectre est moins grand, il y a moins d'aigus, il y a moins de bas. Mais le streaming s'est détérioré. L'avantage énorme, en contrepartie, c'est que vous pouvez être dans un TGV, écouter de la musique, vous pouvez écouter, comme j'ai fait hier, un Requiem de Mozart. Puis vous pouvez partir en vacances sans avoir à trimballer tous les disques. Tout à fait. Ouais. Ça pose aussi la question de la dématérialisation des choses. Est-ce que pour vous, le livre est un objet? Oui. C'est vrai que j'aime pas lire sur écran. Sur Kindle, par exemple, les liseuses numériques, tout ça, c'est... Oui, j'en ai acheté 3 dans ma vie, hein, parce qu'à un moment donné, je faisais beaucoup de voyages. Et alors c'est vrai que, oui, je trouvais ça bien, mais je sais pas, c'était désagréable. Ouais. Quelque chose de désagréable. Parce qu'on parlait tout à l'heure de est-ce que les gens lisent toujours. En fait, les gens lisent, et là où ils lisent le plus, c'est sur les réseaux. Mais ce qu'ils lisent, c'est les commentaires, c'est ce qu'il y a dans leur petit téléphone. Mais les gens lisent beaucoup sur les réseaux d'une certaine façon. C'est ça qui va prolonger la lecture, non? Ils lisent beaucoup, mais un livre, on sort de la vie quand même, on lit pour ça. Enfin, on prend un roman pour avoir une autre vie quand même. Et ça manque sur le réseau. Et je pense que c'est exactement la même chose avec la musique. C'est-à-dire que quand vous alliez, quand vous alliez acheter un disque, ou même la semaine dernière, par hasard, j'ai trouvé un tas de vinyles magnifiques qui devaient dater des années 60, qui étaient sur un banc. Enfin, peu importe, oui. Eh bien, le rapport que vous avez avec cette musique est tout à fait différent, parce qu'en fait, c'est une rencontre avec un objet. C'est-à-dire que si je regarde une bibliothèque chez un ami, je lui demande, tiens, ce livre de Bret Easton Ellis, est-il bien? Il me dit, ah oui, super, je le prends et je le lis. Ouais. Si je suis avec mon téléphone comme ça et je me demande ce que je vais écouter,
je ne vais pas du tout avoir le même rapport avec ce que j'ai écouté. Et même, ce qui est très dangereux sur la musique, c'est qu'on ne sait même plus ce qu'on a écouté. Si j'écoute un vinyle, il y a une semaine, je sais très bien que je l'ai écouté. Parce que je l'ai pris dans ma bibliothèque, j'ai posé la face. Donc là, on entend énormément de musique partout, on peut lire énormément de choses partout sur son smartphone, mais on n'est plus du tout dans le même état d'émotion et de réception. Pour les réseaux, il y a quelque chose qui m'a amusé, j'ai réfléchi un petit peu parce que je savais qu'on allait se voir. Je sais que vous êtes un défenseur de la démocratie directe, et les réseaux sociaux, c'est exactement ça. Alors, il n'y a pas de vote, mais les gens s'expriment directement. Les commentaires sous nos vidéos brutes, là on va discuter, oui, mais et les gens vont s'exprimer directement. Ils s'expriment, mais ça n'a pas de conséquences, quoi. Enfin, je veux la démocratie directe, on vote effectivement des lois qui ont force de loi. Aujourd'hui, vous défendez toujours la démocratie directe et trouvez que la France, finalement, c'est pas une démocratie? Ah oui, je suis toujours du même avis, c'est pas une démocratie. Enfin, mais c'est pas seulement le vote des lois, hein, mais je suis pour qu'on consulte les gens sur les budgets aussi, sur les différents ministères, combien il faut donner à tel ministère. Je suis pour l'élection des juges, enfin, c'est tout un ensemble. Comme aux États-Unis? Oui, comme aux États-Unis, oui. Mais oui. Le modèle, c'est la Suisse, vous avez dit. La Suisse, effectivement, il y a des référendums locaux, par exemple. Oui, il y a des référendums. Enfin, je pense que si on laissait les gens s'exprimer, on serait surpris, oui. À beaucoup d'égards. Mais c'est ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire que sur les réseaux, les gens s'expriment, on voit ce que les gens... Oui, mais il faut que ça... Je vous dis, c'est pas... Ils s'expriment, mais en fait, personne n'en tient compte, quoi, à vrai dire, enfin, pour être honnête. Parce que c'est pas une loi, mais on voit leur expression. L'accès au domaine public est beaucoup plus répandu qu'avant. Oui. Mais Est-ce que c'est un progrès? C'est un peu ça ma question. Je suis pas certain. Enfin, je devrais peut-être pas dire ça, mais Vous pouvez. Hein. J'ai l'impression que les gens sont plus violents et plus vulgaires sur Internet quand même. Il y a un niveau de violence qui me surprend quand je lis les commentaires. À chaque fois, je suis surpris, pourquoi sont-ils si violents, quoi. Donc oui, ils s'expriment sans retenue et ça libère le pire, oui. Est-ce que ça permet de purger la violence ou est-ce qu'au contraire, après, elle se manifeste dans le monde réel? Non, je crois que ça aggrave les choses plutôt que les purger. Mais et ça serait tout à fait différent si les gens savaient que leur expression peut avoir des conséquences réelles, quoi. C'est-à-dire le vote d'une loi, par exemple. Ils réfléchiraient plus, quoi, avant de poster un commentaire ou de s'exprimer en général. Enfin, non, il faut qu'il y ait des démocraties, réelles. Est-ce que vous vous définissez comme un intellectuel? Pas vraiment. Pas vraiment. Intellectuel, c'est quelque chose d'assez précis, hein. C'est quelqu'un qui écrit des tribunes. J'en fais peu. Quelqu'un qui a souvent une responsabilité intellectuelle, effectivement, bon, parfois à l'université, parfois dans une maison d'édition, et qui publie des essais quand même, où il exprime ses idées. Donc je ne réponds pas vraiment aux conditions intellectuelles. D'ailleurs, il y a deux milieux différents. Le milieu écrivain et le milieu intellectuel, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je connais beaucoup plus d'écrivains que d'intellectuels, quoi. Ouais. C'est quoi la différence entre les deux? C'est juste d'écrire des essais? Oui, quand même exprimer ce qu'on pense directement. Voilà ce que je pense de telle ou telle chose. Ok, mais pour vous, vous n'êtes pas un intellectuel? Non, pas vraiment. Comment vous êtes quoi? Un poète? Un écrivain? Écrivain, disons. Écrivain, c'est le terme le plus général et celui qui me convient le mieux. Pour conclure, l'album va être écouté et puis va peut-être même être vu, puisque vous allez être à la Scala sur 10 concerts en live, comme on dit, en direct. Et là, pour le coup, vous allez être debout et non pas assis. Oui. Comment vous appréhendez ça? À quoi ça va ressembler? Je sais pas. Ça vous fait peur? Oui. Oui. Bon, être debout, non, parce que même pour lire un poème sans musique, on est mieux debout, si vous voulez.
On ne peut pas vraiment lire assis, enfin ça. Dès que j'ai à lire, même juste pour lire un poème, je me mets debout. Là, je sais pas, il y a un truc qui va mieux. Après, bon, bah oui, le public, ça fait peur, qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que c'est pas bien d'avoir peur? Non, c'est pas bien, mais je pense pas que ce soit évitable non plus, quoi. Mais on se sent vivant. Ah oui, ça, on se sent vivant, ça, oui. Oui, on se sent vivant. Comment vous appréhendez les choses, vous, Frédéric? En studio, je pense toujours que je peux faire ce que je veux, puisque je peux revenir dessus. Je suis en train de jouer de la guitare, hop, je peux m'arrêter. Sur scène, c'est justement l'inverse. C'est un acte immédiat. Et j'aime ça, même si c'est toujours un saut dans le vide. Mais c'est ce que je trouve beau. C'est aussi une rencontre avec le public. C'est aussi des moments qui peuvent... Quand j'étais plus jeune, j'étais toujours terrorisé à l'idée de me tromper. Je me suis rendu compte que souvent, moi, en tant que spectateur, j'adorais ces moments, justement, d'imprécision où... On sort du disque. On sort du disque. On est en vrai. Voilà, exactement. C'est un moment qui est vécu à plusieurs. Et ça, je trouve que ça revient quand même. La musique qui a été, avant d'être enregistrée, elle était faite pour être jouée directement devant un public. Donc c'est ce que j'aime. Et je me souviens que, Michel, vous m'avez dit au début que, quand je vous ai demandé si vous aviez envie de faire des concerts, vous m'aviez dit « Oui, j'ai envie de retrouver mon public ». Oui, mais envie et peur, c'est les deux vont ensemble, quoi. Si vous voulez, bon, là, je suis content de ce disque, et je me dis, bon, je ne vais pas décevoir mes lecteurs, quoi. Là, avec le disque, non. Et c'est ça c'est ça dont j'ai peur, quoi. La scène, c'est de décevoir les gens. Oui, j'ai peur de décevoir les gens, oui. Pour tout vous dire, avant qu'on se voit, alors j'ai écouté l'album, j'ai relu certains de vos livres, je ne les ai pas tous relus, je les ai tous lus, mais je ne les ai pas tous relus. Mais j'ai relu le premier que j'avais lu il y a très longtemps sur Lovecraft, et il y a une citation qui m'a frappé. Vous écriviez, donc on est en 91, c'est votre premier livre, qui est un essai sur Lovecraft, mais qui en dit beaucoup sur vous. Vous écriviez « Quand on aime la vie, on ne lit pas ». Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase? Mais c'est un peu vrai, hein. On lit quand même pour s'échapper de sa vie. Et alors bon... Oui, mais si vous voulez, bon, le problème, c'est que l'être humain a un cerveau compliqué, et souvent la vie, celle qu'il mène, ne lui suffit pas, quoi. Il a besoin de plus. Donc de plus. Pourquoi en rester à l'imaginaire? Pourquoi ne pas expérimenter dans le réel? Parce que on fait pas ce qu'on veut. Enfin, je veux dire. On peut essayer. Oui, on peut essayer. Non, mais les gens essayent d'ailleurs. Mais il y a toujours un manque dans la vie. Enfin, c'est désagréable de dire ça, mais c'est la vérité. Donc quand on adhère pleinement tout le temps, à chaque moment, à la vie, enfin, c'est un état que je ne connais pas, à vrai dire. J'imagine qu'on n'a pas envie de lire, non? Vous ne croyez pas qu'écrire ou que de composer, c'est aussi explorer dans la vie? Oui, non, mais écrire... moi, il n'y a pas énormément de différence entre écrire et lire, si vous voulez. Écrire, c'est plus fort, c'est tout. On est ailleurs, mais on est ailleurs encore plus... On est déjà ailleurs quand on lit. Et quand on écrit, on est ailleurs, mais encore plus, quoi. On plonge encore plus. Et Non, mais la vie n'est pas suffisante. Enfin, Bon, je suis désolé de dire ça, mais c'est... Oui. C'est sur cette note d'espoir que s'achève cette conversation. Merci. De rien, ça avait un plaisir. Merci.